On lui a dit en face, inutile même de démarrer ce camion. Une jeune mécanicienne fut mise de côté, discréditée et traitée comme invisible, tandis que des hommes expérimentés s'affairaient autour d'un camion valant des millions. Mais, au cœur de l'humiliation, elle remarqua un détail que personne d'autre n'avait vu, et lorsqu'elle demanda juste une chance, le silence qui suivit plongea tout le monde dans la panique. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette histoire et commentez ci-dessous depuis quelle ville de France vous nous suivez. Laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est déroulée à Toulouse, en Occitanie, et qui a complètement bouleversé la vie d'une jeune mécanicienne d'à peine 21 ans. Une histoire de talent gâché, de préjugés aveugles et d'un rebondissement que personne n'attendait. Léa Dubois n'avait jamais été comme les autres filles de son âge. Tandis que ses camarades de classe jouaient aux poupées et regardaient des dessins animés, elle passait ses après-midi à la bibliothèque municipale, où son père, M. Robert Dubois, travaillait comme bibliothécaire depuis plus de 20 ans. L'homme, veuf depuis que Léa n'avait que 3 ans, avait élevé sa fille seule avec le modeste salaire qu'il gagnait en organisant les livres et en aidant les lecteurs. Il n'avait pas d'argent pour des baby-sitters ou des crèches privées. La solution fut donc d'emmener sa fille au travail dès l'âge de 7 ans. Et c'est là, parmi les étagères poussiéreuses d'une bibliothèque publique, qu'était né un talent absolument extraordinaire. Tandis que d'autres enfants demandaient des histoires de princesses et de héros, Léa se passionnait pour quelque chose de complètement différent, les manuels techniques automobiles. Elle prenait ces épais volumes, remplis de schémas électriques incompréhensibles pour les adultes, et passait des heures à feuilleter des pages remplies de plans, de chiffres et de spécifications techniques. Son père trouvait cela curieux, mais ne l'en a jamais empêché. « Chacun a sa manière d'apprendre sur le monde », disait-il avec un sourire fatigué mais affectueux. Ce que personne ne savait, pas même Robert, c'est que la jeune fille ne faisait pas que regarder des images. Léa mémorisait. Chaque schéma, chaque spécification et chaque code de pièce était gravé dans son esprit comme une photographie permanente. À 9 ans, elle était capable de réciter par cœur le manuel technique complet du Mercedes-Benz LM13, un camion fabriqué dans les années 70 qui la fascinait par la complexité de son système électrique. À 12 ans, elle en savait plus sur les moteurs diesel que des mécaniciens avec des décennies d'expérience. Aujourd'hui, à 21 ans, Léa travaille au garage Martin et Fils, un établissement modeste spécialisé dans les poids lourds, situé dans le quartier de la Croix-Dorade à Toulouse. L'endroit sent éternellement la graisse, le gazole et le métal chaud. Les murs sont décorés de vieux calendriers de fabricants de pièces et le sol en béton est taché par des décennies de fluides automobiles répandus. Léa gagne 2200 € par mois en tant qu'auxiliaire technique. Un salaire qui couvre à peine le loyer de la petite chambre où elle vit avec son père retraité, qui lutte maintenant contre un diabète qui consomme une bonne partie de l'argent en médicaments. Elle est constamment sous-estimée, son apparence n'aide pas. Mince, petite, les cheveux attachés en une simple queue de cheval, portant des combinaisons usées données par les mécaniciens plus âgés, car elle n'avait pas d'argent pour acheter des uniformes à sa taille. Les clients demandent toujours à parler au vrai mécanicien quand ils la voient. Ses collègues la traitent comme une stagiaire permanente, même si elle a plus de connaissances techniques théoriques que tous réunis. Mais Léa tient bon. Elle a besoin de son emploi, elle a besoin de l'argent. Et au fond d'elle, tout au fond, elle croit qu'un jour elle aura la chance de montrer ce qu'elle sait vraiment. De l'autre côté de la ville, dans un bureau élégant du centre de Toulouse, Auguste Fournier affronte le pire cauchemar de sa vie. À 48 ans, Auguste est la 3e génération de la famille Fournier à diriger les transports Fournier, une entreprise fondée par son grand-père en 1954 qui fut jadis la fierté de la logistique occitane. Il a grandi en écoutant des histoires sur la façon dont son grand-père avait commencé avec un seul camion Ford, 1946, effectuant des livraisons de porte à porte, bâtissant la réputation de l'entreprise avec sueur et honnêteté.
Son père avait développé l'entreprise dans les années 80 et 90, et Auguste avait hérité d'une flotte respectable de 15 véhicules lorsqu'il en avait pris la direction il y a 10 ans. Mais ces derniers mois, tout s'est écroulé. Le contrat qui maintenait l'entreprise en activité, un accord millionnaire avec le gouvernement régional pour le transport spécialisé d'équipements hospitaliers, dépend d'un seul véhicule, le Mercedes-Benz L113, fabriqué en 1979, une relique maintenue en parfait état pendant 4 décennies. Ce camion spécifique possède des certifications et des adaptations uniques pour le transport d'appareils médicaux délicats et le remplacer coûterait plus de 800 000 €, qu'Auguste n'a tout simplement pas. 3 mois auparavant, le camion était tombé en panne. Pas d'un coup. Pire que cela, il présentait une défaillance intermittente, mystérieuse, qui se manifestait de manière imprévisible. Parfois, il fonctionnait parfaitement pendant des heures. D'autres fois, il s'arrêtait en plein trajet sans raison apparente. Auguste avait déjà dépensé 183 000 €, de l'argent qu'il n'avait pas et qu'il avait dû emprunter, en faisant venir 20 spécialistes différents. Des ingénieurs de Mercedes-Benz eux-mêmes venus de Lyon. Des techniciens à la retraite, avec 50 ans d'expérience, avaient examiné chaque centimètre du véhicule. Auguste avait même fait venir, dans un acte de désespoir, un expert allemand qui avait facturé 40 000 € pour la consultation. Personne n'avait réussi à identifier le problème. Et tandis que le camion restait immobilisé, les contrats étaient annulés. Les employés licenciés et l'entreprise qui avait survécu à 3 générations étaient à quelques semaines de fermer définitivement ses portes. Auguste ne dormait plus depuis des jours. Il avait perdu 12 kilos. Son épouse l'observait avec inquiétude, ne sachant que dire. Il passait les nuits au bureau, regardant la photo de son grand-père accrochée au mur, sentant qu'il trahissait toute une histoire familiale. C'est alors qu'un ancien fournisseur de pièces mentionna le garage Martin et Fils. « J'ai entendu dire qu'ils étaient bons avec les vieux camions, » dit l'homme. Auguste, à court d'options, décida de tenter sa chance. Au matin d'un mercredi pluvieux d'octobre, le Mercedes-Benz LEX13 arriva au garage Martin et Fils sur une dépanneuse. Léa range les outils dans l'entrepôt lorsqu'elle entend le bruit du camion en train d'être déchargé. Elle sort pour voir ce qui se passe et son cœur s'emballe lorsqu'elle reconnaît le modèle. Un L13 de 1979, murmura-t-elle, les yeux brillants. Mercedes d'origine française. Elle s'approche lentement, presque en transe. Elle connaît ce camion. Elle a lu le manuel technique complet à 9 ans. Elle connaît chaque système, chaque spécification, chaque particularité de fabrication. « Hé, Léa !» La voix rude de Marc Lefebvre, le chef technique de l'atelier, coupe l'air. « Éloigne-toi de là. Ce n'est pas un travail pour la stagiaire. » Marc Lefebvre a 52 ans, 35 ans de métier et un CV impressionnant qu'il ne manque pas de mentionner à chaque occasion. Ancien employé de concession de luxe à Lyon, il était revenu à Toulouse, il y a 5 ans, et avait pris la direction technique de l'atelier avec un salaire 3 fois supérieur à celui de tout autre mécanicien. Il est respecté, craint et absolument convaincu de sa propre supériorité. Et il ne perdait jamais une occasion de rabaisser Léa. « Mais Marc, je connais ce modèle. » Léa essaie d'argumenter, la voix hésitante. « J'ai étudié le manuel technique et vous l'avez étudié. » Marc rit avec dédain et les 3 autres mécaniciens présents rient avec lui. « Étudier où, gamine? À l'école des blagues? C'est un cas sérieux, 20 spécialistes l'ont déjà examiné. Tu sais à peine faire une vidange correctement. » Léa sent ses joues rougir, mais ne répond pas. Elle baisse la tête et retourne à l'entrepôt. Le cœur serré de frustration. Auguste Fournier arrive 20 minutes plus tard, au volant d'une BMW X5 noire, qui contraste violemment avec l'environnement simple de l'atelier. Il descend de la voiture avec des gestes fatigués, vêtu d'un costume gris coûteux, mais froissé, la barbe de quelques jours, trahissant des nuits blanches. « Monsieur Fournier », Marc s'approche avec un sourire professionnel tendant la main. « Marc Lefebvre, chef technique, soyez assuré que nous allons résoudre le problème de votre camion. »
20 spécialistes ont déjà dit la même chose. Auguste répond sans émotion, serrant la main de Marc sans enthousiasme. Pardonnez mon scepticisme, mais j'ai déjà dépensé une fortune et je n'ai toujours pas de réponse. Je comprends parfaitement, monsieur, mais voyez-vous, j'ai travaillé 15 ans dans une concession Mercedes à Lyon. Je connais ces modèles classiques comme ma poche. Auguste soupire. Il a déjà entendu cela. Mais que peut-il faire d'autre? Combien de temps vous faudra-t-il? 2-3 jours maximum pour un diagnostic complet. Marc répond avec une confiance excessive. Depuis l'entrepôt, Léa observe la conversation à travers une fente dans la porte. Elle voit le désespoir imprimé sur le visage d'Auguste. Elle voit l'arrogance confiante de Marc et sent quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle connaît ce camion. Elle connaît chaque système, chaque détail technique, mais qui écouterait une auxiliaire de 21 ans qui gagne 2000 € par mois? À cet instant, tandis que la pluie continue de tomber dehors et que le Mercedes-Benz L13 attend une nouvelle tentative de diagnostic frustré, Léa Dubois prend une décision silencieuse. Elle va tout observer, elle va prêter attention à chaque détail, elle va attendre sa chance, car elle sait quelque chose que personne là-bas n'imagine. La réponse à ce mystère est gardée dans sa mémoire depuis qu'elle avait 9 ans. Pendant les 2 jours suivants, le garage Martin et Fils se transforma en une scène de frustration croissante. Marc Lefebvre et son équipe de 3 mécaniciens expérimentés travaillèrent sur le Mercedes-Benz LH13 comme s'ils étaient en mission de sauvetage. Vous devez comprendre, mes chers, que Marc n'était pas un homme mauvais par nature, il était simplement profondément marqué par une vie entière, passé à croire que l'expérience pratique valait plus que toute autre forme de connaissance. Il avait grandi à une époque où les femmes n'existaient tout simplement pas dans les garages, et cette vision du monde était aussi enracinée en lui que la graisse sous ses ongles. Le premier jour, ils démontèrent le système électrique complet, testèrent chaque fusible, chaque relais, chaque connexion, mesurèrent la tension, l'ampérage, la résistance, utilisèrent des équipements de diagnostic modernes qui avaient coûté plus de 50 000 €. Ils ne trouvèrent absolument rien d'anormal. Léa observait tout de loin, organisant les outils, nettoyant les établis, faisant le travail invisible que personne ne reconnaît, mais qui maintient un atelier en marche. Et pendant qu'elle travaillait, elle écoutait, prêtait attention à chaque test qu'ils effectuaient, à chaque hypothèse qu'ils formulaient, à chaque conclusion erronée qu'ils tiraient. Ce doit être l'alternateur, disait Robert, le mécanicien le plus âgé de l'équipe. Un homme de 61 ans, aux mains calleuses et au dos courbé par des décennies passées sous les véhicules. Ils ont déjà changé l'alternateur 3 fois? Marc répondait avec irritation. Avez-vous lu l'historique d'entretien fourni par le client? Alors c'est la pompe à injection. Ces vieux modèles ont toujours des problèmes de pompe. La pompe a été reconstruite il y a 2 mois par un spécialiste de Marseille. Léa se mordait la langue. Elle savait que ce n'était pas l'alternateur, ni la pompe à injection, ni rien de ce qu'il testait. Le problème se trouvait dans un endroit que personne n'aurait songé à chercher, car c'était une défaillance de conception si obscure, si spécifique, des premiers modèles de 1979, que même les manuels techniques conventionnels ne la mentionnaient pas. Seul le manuel original, celui qu'elle avait mémorisé à 9 ans, apportait l'information dans une note de bas de page concernant une possible détérioration de l'isolation du faisceau électrique primaire en conditions d'utilisation prolongée. À la fin du premier jour, Auguste Fournier apparut à l'atelier. L'homme semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la veille au matin. La cravate était de travers, le costume froissé et de profondes cernes trahissaient une nouvelle nuit sans sommeil. « Un progrès ?» demanda-t-il, et sa voix sortit faible, presque vaincue. « Nous effectuons des tests systématiques. » Marc répondit avec une confiance qui commençait déjà à sonner faux. « Demain, nous allons vérifier le système de refroidissement et l'injection électronique. Ce modèle n'a pas d'injection électronique. » Auguste dit avec lassitude. Il est purement mécanique. Je l'ai déjà expliqué aux 19 autres spécialistes. Marc déglutit, gêné.
Bien sûr, c'était un lapsus de ma part. Ce que je voulais dire, c'est que nous allons vérifier le système de carburant complet. Auguste se contenta d'acquiescer et sortit, les épaules courbées, sous le poids d'un fardeau invisible. Léa passait avec une boîte à outils lorsqu'elle le croisa à la porte. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Elle y vit le désespoir, si palpable qu'elle aurait presque pu le toucher. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais Auguste était déjà passé, ne remarquant même pas sa présence. Pour lui, elle n'était qu'une partie du décor, une employée invisible de plus dans une combinaison sale. Le deuxième jour, la frustration atteignit des niveaux critiques. Marc était visiblement nerveux. Ils testèrent le moteur complet, démontèrent la culasse, vérifièrent les pistons, contrôlèrent les soupapes. Tout était parfait, absolument parfait. Le camion démarrait, fonctionnait en douceur pendant 20-30 minutes et puis, sans aucun avertissement ni motif identifiable, s'éteignait tout simplement. « Ça n'a aucun sens !» cria Marc, jetant une clé à molette contre l'établi. « Il n'existe pas de panne fantôme, tout a une cause. » Ce fut pendant la pause déjeuner que Léa prit son courage à deux mains. Elle avait tout observé. Noté mentalement chaque test effectué, chaque hypothèse écartée, et elle était sûre, absolument sûre, de savoir où se trouvait le problème. Son père disait toujours que le savoir sans action n'est qu'un poids mort dans la mémoire. Elle devait au moins essayer. Elle trouva Marc fumant une cigarette devant l'atelier, le visage rouge de stress. « Marc !» commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Puis-je faire une suggestion ?» Il la regarda comme s'il voyait un insecte particulièrement irritant. « Suggestion à propos de quoi, Léa ? » « À propos du camion. J'ai étudié le manuel technique original du L113 de 1979, et il existe une défaillance documentée dans le faisceau électrique primaire qui... »« Que vous avez étudié le manuel technique ?» Marc l'interrompit, la voix dégoulinant de sarcasme. « Vous, une jeune fille de 21 ans qui a à peine terminé le lycée, vous avez étudié le manuel technique d'un camion qui a été fabriqué avant votre naissance ? Oui, moi. Et vous croyez, il continua en faisant un pas menaçant vers elle, que vous en savez plus que des ingénieurs de Mercedes-Benz, plus que des techniciens avec 50 ans d'expérience. Plus qu'un spécialiste allemand venu d'Allemagne spécialement pour voir ce camion, Léa sentit les larmes lui monter aux yeux, mais refusa de les laisser couler. « J'essaie juste d'aider. Je connais vraiment ce modèle, et il y a un problème spécifique avec l'isolation du faisceau qui... » « Ça suffit !» Marc cria presque. « Vous voulez savoir votre problème, Léa. Vous ne savez pas quelle est votre place. Votre place est là. » Il pointa l'entrepôt d'outils, à organiser les clés et les chiffons. Ce n'est pas ici à déranger le travail de vrais professionnels avec des théories folles, lues, on ne sait tout. Robert et les deux autres mécaniciens étaient sortis pour assister à la scène. L'un d'eux, Julien, un jeune homme de 28 ans qui avait toujours été particulièrement cruel envers Léa, commença à rire. « Elle se prend pour une ingénieure », dit Julien avec amusement. « La fille aux outils croit qu'elle va résoudre ce que 20 spécialistes n'ont pas réussi. Peut-être qu'elle a raison, se moqua Robert, le plus âgé. Après tout, elle lit des manuels techniques pendant son temps libre. Ce doit être un génie. » Les rires résonnèrent dans la cour de l'atelier. Léa sentit son visage brûler d'humiliation, mais quelque chose en elle refusait d'abandonner. « Le problème est entre le moteur et la cabine », insista-t-elle. La voix plus ferme maintenant, nourrie par l'indignation. Dans le faisceau original de 1979, l'isolation se détériore en un point précis et provoque un court-circuit intermittent qui ne se produit qu'avec le véhicule en mouvement et à une certaine température. C'est pourquoi aucun test statique ne peut l'identifier. Le silence qui suivit fut différent. Ce n'était pas un silence d'attention, mais d'incrédulité absolue. Marc fit 2 pas vers elle, et il y avait quelque chose de dangereux dans ses yeux. « Vous me défiez? Vous suggérez que je ne sais pas faire mon travail? » « Non, je juste. Parce que si c'est le cas, je peux régler ça tout de suite. Je connais 10 filles qui adoreraient avoir votre emploi. Des filles qui savent rester à leur place et ne dérangent pas les professionnels qui essaient de travailler. » Léa sentit le sol s'effondrer sous elle.
Elle avait besoin de cet emploi. Elle avait besoin de son salaire pour aider son père avec ses médicaments contre le diabète. Elle ne pouvait pas être licenciée. « Je suis désolée », murmura-t-elle, baissant la tête. « Ce n'était pas mon intention de manquer de respect. »« Très bien. Alors retourne à l'entrepôt et reste-y. » Et Léa. Marc attendit qu'elle le regarde. « Si je te revois près de ce camion, si je t'entends donner une autre opinion non sollicitée sur quoi que ce soit de technique, tu es à la porte sur le champ. Compris ? » ?»« Compris. Je n'ai pas entendu. »« Compris, Marc. »« Excellent. Maintenant, hors de ma vue. » Léa retourna à l'entrepôt, les jambes tremblantes et les yeux brûlants. Elle s'enferma dans la petite salle de bain de l'atelier et laissa les larmes couler en silence. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Comprenez-vous ? C'étaient des larmes de pure frustration. Elle connaissait la réponse. Elle en était absolument certaine. Mais personne ne l'écouterait, parce qu'elle était trop jeune, trop inexpérimentée, et surtout parce qu'elle était une femme dans un monde qui croyait encore que la mécanique était une affaire d'hommes. Quand elle sortit enfin des toilettes, elle vit Auguste Fournier arriver de nouveau à l'atelier. Cette fois, il n'était pas seul. Il amenait avec lui un vieil homme aux cheveux complètement blancs et courbé par l'âge, qui s'appuyait sur une canne. Le vieil homme avait les larmes aux yeux en regardant le Mercedes-Benz L11. « C'est lui, papa », Auguste disait d'une voix étranglée. « Le camion que vous avez acheté en 1979, vous vous souvenez ? Vous disiez que c'était l'avenir de l'entreprise. » Le vieil homme devait être le père d'Auguste, le deuxième dans la ligne de succession des transports Fournier. Il tendit une main tremblante et toucha la carrosserie du camion comme s'il caressait un enfant malade. « 45 ans, » le vieil homme murmura. « 45 ans. Ce camion a travaillé sans relâche. Et maintenant, ce sera la fin de tout ce que nous avons bâti. » Auguste serra son père dans ses bras et Léa vit des larmes couler sur le visage de l'entrepreneur. Là se tenait un homme voyant l'héritage de 3 générations s'écrouler et il n'y avait rien qu'il puisse faire. Marc s'approcha, manifestement mal à l'aise avec la scène émouvante. « Monsieur Fournier, nous avons besoin de quelques jours de plus. Ce cas est plus complexe que... Nous n'avons plus de jours. » Auguste l'interrompit, la voix brisée. « Le dernier contrat sera annulé lundi prochain si le camion ne fonctionne pas. Cela signifie la fin. Je vais devoir tout vendre, l'entreprise, les véhicules restants, même le bâtiment que mon grand-père a construit de ses propres mains en 1954. » Le vieil homme commença à pleurer ouvertement, et Auguste le reconduisit gentiment à la voiture. Léa observa tout de loin, le cœur brisé. Et cette nuit-là, quand elle arriva enfin chez elle, dans sa modeste petite chambre qu'elle partageait avec son père, elle ne put pas dormir. Elle resta à fixer le plafond, repassant mentalement chaque détail du manuel technique qu'elle avait mémorisé des années auparavant. Elle voyait le schéma électrique comme s'il était imprimé dans son esprit. Elle voyait le faisceau électrique, elle voyait le point exact où l'isolation se détériorait. Elle voyait la solution claire comme de l'eau et prit une décision qui changerait tout. Demain matin, avant que quiconque n'arrive, elle irait examiner ce camion. Même si Marc la licenciait, même si elle perdait son emploi, elle ne pourrait pas vivre avec elle-même, sachant qu'elle détenait la réponse et n'avait rien fait. Parfois, comprenez-vous, le courage n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est d'avoir peur de toutes les conséquences et d'agir quand même. Car il y a quelque chose de plus grand en jeu que sa propre sécurité. Et Léa Dubois était sur le point de découvrir exactement la quantité de courage qui habitait son cœur de 21 ans. Léa se réveilla à 4h30 du matin le vendredi, alors que Toulouse dormait encore sous un ciel sombre, parsemé d'étoiles. Elle n'avait pas dormi plus de 2 heures, l'esprit tourbillonnant sans cesse, repassant les schémas électriques, les spécifications techniques, chaque détail de ce manuel qu'elle avait lu à l'âge de 9 ans. Elle enfila sa vieille combinaison, attacha ses cheveux et quitta la petite chambre sans faire de bruit pour ne pas réveiller son père. Le garage Martin et Fils se trouvait à 40 minutes en bus, mais elle y arriverait à 6 heures du matin. 1 heure complète avant Marc et l'équipe. 1 heure pour trouver ce que 20 spécialistes n'avaient pas réussi.
Le trajet en bus sembla éternel. Léa s'assit à la fenêtre, regardant la ville s'éveiller petit à petit, et sentit son cœur battre si fort qu'il semblait vouloir sauter de sa poitrine. Elle était sur le point de désobéir à un ordre direct. Elle risquait l'emploi qui faisait vivre la maison, mais il y avait quelque chose de plus grand là. Comprenez-vous? Il y avait un homme désespéré, une entreprise de 3 générations au bord de l'effondrement et une réponse qu'elle seule possédait. À 6h05 du matin, Léa se tenait devant le portail fermé de l'atelier. Elle connaissait chaque centimètre de cet endroit. Elle savait que la fenêtre latérale de l'entrepôt ne fermait jamais correctement. En 30 secondes, elle était à l'intérieur. L'atelier était plongé dans le silence et la pénombre. Le Mercedes-Benz L 1313 était garé au centre du hangar, éclairé uniquement par la faible lumière provenant des réverbères de la rue. Léa s'approcha lentement, presque avec révérence, et posa sa main sur la carrosserie froide. « Allez !» Elle murmura au camion, comme si elle parlait à un vieil ami. « Montre-moi où ça fait mal. » Elle prit une lampe de poche, du papier et un stylo, et commença à travailler. Elle alla d'abord sous le camion. Le schéma électrique était si net dans sa mémoire qu'elle pouvait le visualiser les yeux fermés. Le faisceau électrique primaire du L13 de 1979 sortait du moteur, passait par un point spécifique entre le bloc et la cabine et alimentait les systèmes principaux. Le manuel original mentionnait que sur les premiers modèles de cette année-là, l'isolation utilisée était faite d'un matériau qui se détériorait avec la chaleur et les vibrations constantes au fil des décennies. Ses mains se mouvaient avec une précision chirurgicale. Elle écarta des composants, suivit les fils, chercha le point exact que sa mémoire lui indiquait. Et puis, après 18 minutes, elle trouva. Là se trouvait un faisceau électrique original de 1979, avec une isolation qui semblait intacte à première vue, mais qui, au toucher, s'effritait légèrement en un point spécifique caché entre 2 supports métalliques. La détérioration était si subtile, si bien dissimulée par sa position et les composants environnants que personne ne l'aurait trouvé sans savoir exactement où chercher. Léa sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Ici, murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « C'est bien ici. » Elle prit le papier et commença à dessiner. Elle dessina le schéma électrique de mémoire, marqua le point exact de la défaillance, nota les spécifications techniques. Ses mains tremblaient d'excitation, mais les dessins étaient parfaits, précis, professionnels. Elle était si concentrée qu'elle n'entendit pas la porte de l'atelier s'ouvrir. « Qu'est-ce que diable faites-vous là ?» La voix de Marc Lefebvre explosa dans le hangar comme un coup de tonnerre. Léa se cogna la tête contre le châssis du camion, effrayée, et roula hors dessous le véhicule, le papier toujours à la main. Marc se tenait à la porte, le visage rouge de fureur absolue. Derrière lui, Robert et Julien venaient d'arriver et observaient la scène avec surprise. « Je vous avais prévenu. » Marc avança vers elle à pas lourds. « Je vous avais donné un ordre clair. Je vous ai dit de ne pas vous approcher de ce camion. Marc, attendez, j'ai trouvé. Vous êtes viré, sortez de sous ce camion tout de suite. Mais j'ai trouvé le problème. » Léa cria en retour, la voix sortant plus forte qu'elle ne l'avait voulu. « Il est là. Je sais où il est. » Marc ricana. Un son cruel et dédaigneux. « Vous savez ? Bien sûr. » La fille aux outils a résolu en 20 minutes ce que 20 spécialistes n'ont pas réussi en 3 mois. Il s'avança pour l'attraper par le bras, mais Léa recula, serrant le papier avec le schéma contre sa poitrine. « C'est le faisceau électrique primaire !» cria-t-elle désespérée. « Code de pièce A00J154U705, fabriqué entre janvier et mars 1979, avec isolation en PVC de type B3. Qui se détériore avec une exposition prolongée à des températures entre 80 et 95 degrés. Le point de défaillance se situe exactement à 47 cm après la sortie du bloc moteur, entre les supports de montage secondaires. Le silence qui tomba sur l'atelier fut absolu. Marc s'était arrêté en plein mouvement, la main toujours tendue, la bouche ouverte.
Robert et Julien regardaient Léa comme si elle avait commencé à parler une langue extraterrestre. « Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit ?» Marc murmura. Léa respira profondément, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. Le problème est le faisceau électrique original. Il existe un bulletin technique interne de Mercedes-Benz du 12 mars 1981, numéro de référence BTI 8047, qui documente exactement cette défaillance. Ils ont corrigé le problème sur les modèles fabriqués à partir d'avril 1979 en changeant le type d'isolation et la position du faisceau. Mais les premiers modèles comme celui-ci ont ce défaut. Marc cligna des yeux, complètement perdu. « Comment savez-vous cela ?»« J'ai lu le manuel technique original quand j'avais 9 ans, » répondit Léa et pour la première fois sa voix était ferme, sans hésitation. « Il était à la bibliothèque où mon père travaillait. Il avait 487 pages. Le faisceau électrique était documenté à la page 156, section 4. 3, sous-section B. Le bulletin technique de 1981 était mentionné dans une note de bas de page à la page 159. Robert fit un pas en avant, incrédule. « Vous êtes en train de dire que vous avez mémorisé un manuel technique entier à 9 ans ?»« Non, pas seulement celui-là, » répondit Léa. Et maintenant, il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix, de la confiance. « J'en ai mémorisé des dizaines. Mercedes, Scania, Volvo, Ford. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Je vois et je n'oublie pas. » Ce fut à ce moment qu'Auguste Fournier entra dans l'atelier. Il était venu vérifier s'il y avait eu des progrès, même s'il savait qu'il n'y en aurait probablement pas. Il était préparé à une nouvelle déception, à une autre journée perdue, à un autre pas vers la faillite totale. Mais la scène qu'il découvrit le laissa perplexe. Marc Lefebvre, figé comme une statue, deux mécaniciens fixant une jeune femme mince en combinaison sale qui tenait un papier avec des dessins techniques. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Auguste. Tous se tournèrent vers lui. Léa le vit et sentit son cœur s'emballer. C'était le moment, maintenant ou jamais. « Monsieur Fournier, » dit-elle en faisant un pas en avant, « je m'appelle Léa Dubois. Je travaille ici en tant qu'auxiliaire technique et je sais quel est le problème de votre camion. » Auguste la regarda, puis regarda Marc, complètement perdu. « Est-ce vrai, Marc ?» Marc ouvrit et ferma la bouche, comme un poisson hors de l'eau, incapable de formuler une réponse. Léa profita du silence. « Le problème est un défaut de fabrication dans le faisceau électrique primaire des modèles LE113 produits au cours des 3 premiers mois de 1979. L'isolation se détériore en un point spécifique et provoque un court-circuit intermittent qui ne se manifeste que lorsque le véhicule est en mouvement et que le moteur atteint une certaine température. C'est pourquoi personne n'a pu l'identifier lors des tests statiques. » Elle tendit le papier à Auguste, les mains ne tremblant plus. « J'ai dessiné le schéma électrique et j'ai marqué le point exact de la défaillance. Tout est là. » Auguste prit le papier et regarda le dessin. Ses yeux s'écarquillèrent. Le schéma était parfait, professionnel, détaillé jusqu'à la dernière connexion. « Comment avez-vous appris cela? Où ?»« Je lis des manuels techniques depuis l'âge de 7 ans. » répondit simplement Léa. « J'ai une mémoire photographique pour les schémas et les spécifications. J'ai lu le manuel original de ce modèle en 2012, quand j'avais 9 ans. Tout est là. » Elle toucha sa propre tête, gravé. Auguste regarda Marc. « Est-ce possible? Ce qu'elle dit a-t-il un sens ?» Marc, pâle comme un linge, réagit enfin, prit une lampe de poche et alla sous le camion, suivant les instructions exactes que Léa avait données. 2 minutes plus tard, sa voix sortit étouffée. « Mon Dieu, elle a raison, c'est exactement là où elle a dit. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Auguste regarda Léa comme s'il voyait un fantôme. Puis il regarda de nouveau le papier, les dessins techniques parfaits, les annotations précises. « Vous êtes absolument certaine que c'est ça ?»« Absolument, » répondit Léa sans hésiter.
La solution est de remplacer tout le faisceau primaire par un modèle ultérieur fabriqué après avril 1979. La pièce coûte entre 1 000 et 2 000 euros selon le fournisseur. L'installation prend environ 6 heures si elle est effectuée correctement. Auguste continua à la regarder et alors, pour la première fois en 3 mois, quelque chose se produisit. Il sourit. Ce n'était pas un grand sourire, c'était un petit sourire, fatigué mais sincère. 20 spécialistes, dit-il, la voix étranglée. 183 000 euros. 3 mois de désespoir et la réponse était là tout le temps. Il regarda Marc et le chef technique eut la décence de paraître complètement honteux. Depuis combien de temps travaille-t-elle ici? 3 ans, répondit Marc à voix basse. Et pendant 3 ans, personne n'a remarqué qu'elle avait ses connaissances? Silence. Personne n'a trouvé étrange une jeune femme qui mémorise des manuels techniques entiers? Plus de silence. Auguste secoua la tête, incrédule, puis reporta son attention sur Léa. « Quel âge avez-vous » ? « 21 ans, monsieur. »« 21 ans, répéta-t-il. Et où avez-vous appris tout cela » Léa raconta son histoire. Elle parla de son père bibliothécaire, des après-midi passés à lire des manuels techniques pendant que d'autres enfants jouaient, de la mémoire photographique qu'elle avait découverte par hasard, des années d'études solitaires des systèmes automobiles. Et Auguste Fournier, un homme qui avait vu sa vie s'effondrer, qui avait pleuré dans les bras de son père en voyant l'héritage familial disparaître, écouta chaque mot avec une attention absolue. Quand elle eut terminé, il tendit la main. « Merci », dit-il, et il y avait des larmes dans ses yeux. « Vous venez de me sauver la vie. » Léa lui serra la main, et ce fut seulement à ce moment qu'elle permit aux larmes de tomber enfin. C'étaient des larmes de soulagement, de revendication, de justice enfin rendue. Marc Lefebvre, observant tout, sentit quelque chose se briser en lui. Honte, une honte pure et dévastatrice de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait dit, de la façon dont il avait traité une jeune femme au talent extraordinaire, simplement parce qu'elle ne correspondait pas à ses attentes pleines de préjugés. Et à ce moment-là, au garage Martin et Fils à Toulouse, quelque chose de fondamental changea à jamais. Vous devez comprendre une chose, mes chers, il y a des moments dans la vie qui changent tout. Des moments où le monde qui existait une seconde auparavant cesse tout simplement d'exister et un nouveau monde naît à sa place. Là, dans cet atelier de Toulouse, ce vendredi matin-là, tous les présents vivaient exactement l'un de ces moments. Marc Lefebvre fut le premier à bouger. Il sortit de dessous le camion lentement, comme s'il avait vieilli de 10 ans au cours des dernières minutes. Ses mains, toujours si fermes et confiantes en tenant les outils, tremblaient visiblement. L'homme avait 52 ans, 35 ans de métier, un CV qu'il avait toujours brandi comme un bouclier contre toute remise en question, et une jeune femme de 21 ans, qu'il avait traitée comme moins que rien, venait de prouver que tout son orgueil ne valait absolument rien face à la véritable connaissance. Il resta immobile un long moment, regardant Léa. La jeune femme tenait toujours le papier, avec le schéma, des larmes coulant silencieusement sur son visage, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture maintenant. Elle n'était plus courbée, recroquevillée, essayant de se rendre invisible. Elle était droite, ferme, occupant son espace. « Léa !» commença Marc, et sa voix sortit rauque, brisée. Il s'éclaircit la gorge et tenta de nouveau. « Léa, je dois vous demander pardon. » Le silence dans l'atelier était si profond qu'on pouvait entendre le bourdonnement lointain des voitures sur l'avenue. « Ce ne sont pas des excuses que vous devez entendre juste parce que j'ai été grossier, » continua-t-il. Et vous pouvez voir que l'homme luttait avec chaque mot. Ce sont des excuses, parce que j'ai été tout ce qu'il y a de mal dans notre profession. J'ai été arrogant, plein de préjugés et, pire que tout, j'ai été stupide. Il fit un pas vers elle, mais garda une distance respectueuse. Vous avez essayé de me le dire hier au déjeuner, vous avez essayé de m'expliquer exactement où se trouvait le problème et moi. Je vous ai humilié devant tout le monde. Je vous ai menacé de licenciement. Je vous ai traité comme moins que rien. Robert et Julien observaient en silence, manifestement mal à l'aise. Eux aussi avaient ri, eux aussi s'étaient moqués.
Et la vérité la plus douloureuse, Marc continua, la voix brisée, c'est que je l'ai fait non pas parce que vous aviez tort. Je l'ai fait parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes une femme, parce que mon orgueil idiot ne pouvait pas accepter que quelqu'un que j'avais jugé inférieur puisse en savoir plus que moi. Une larme coula sur le visage de l'homme dur qui ne pleurait jamais. J'ai passé 3 jours à tout tester, tout démonter, à utiliser des équipements très coûteux. Et vous avez résolu le problème en 20 minutes parce que vous avez vraiment étudié, parce que vous savez vraiment. Pendant que je m'appuyais sur l'arrogance de l'expérience, vous avez bâti le véritable savoir. Il tendit la main, tremblante. Vous ne me pardonnerez peut-être jamais, et je comprendrai. Mais j'ai besoin que vous sachiez que vous m'avez appris aujourd'hui la leçon la plus importante de ma carrière. Le talent et la connaissance n'ont pas d'âge, pas de genre, pas d'apparence. Et j'ai été un idiot aveugle de ne pas le voir avant. Léa regarda la main tendue. Une partie d'elle voulait refuser. Elle voulait qu'il ressente la douleur du rejet comme elle l'avait ressenti. Mais il y avait quelque chose de sincère dans cette demande de pardon, quelque chose de brisé et d'honnête qui toucha son cœur. Elle lui serra la main. « J'accepte vos excuses, » dit-elle à voix basse, « mais j'espère que vous changerez vraiment, pas pour moi, mais pour toutes les autres personnes talentueuses que vous pourriez rencontrer et qui ne correspondent pas au moule que vous pensez qu'un mécanicien devrait avoir. »« Je changerai, » promit Marc. Et pour la première fois depuis des années, c'était une promesse qu'il avait vraiment l'intention de tenir. « Vous avez ma parole. » Robert fit un pas en avant, s'éclaircissant la gorge. « Léa, je dois aussi m'excuser. J'ai ri de vous hier. Je me suis moqué. J'avais complètement tort. Vous êtes brillante, gamine. J'ai 61 ans dans cette profession et je n'ai jamais rien vu de pareil. » Julien, le plus jeune des mécaniciens, semblait vouloir disparaître dans son propre uniforme tant il avait honte. « J'ai été un idiot, » murmura-t-il. « Excusez-moi, vraiment. » Léa acquiesça pour les deux, acceptant les excuses, mais laissant entendre que cela ne serait pas oublié facilement. Ce fut alors qu'Auguste Fournier, qui avait tout observé en silence, se manifesta. « Léa, » dit-il, et il y avait une intensité dans ses yeux qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Combien gagnez-vous ici ?» La question prit tout le monde par surprise. « Moi, 2200 € par mois, monsieur. » Auguste ferma brièvement les yeux, secouant la tête comme s'il ne pouvait le croire. 2200 €. Vous, avec ce savoir extraordinaire, avec cette capacité à résoudre des problèmes que des spécialistes à 100 000 € par mois n'ont pas réussi à résoudre, vous gagnez 2200 €. Il regarda Marc avec une expression mêlant déception et colère contenue. « Et vous, en tant que chef technique, vous avez laissé ce talent pourrir dans un dépôt d'outils. » Marc baissa la tête, sans réponse possible. Auguste reporta son attention sur Léa. « Dites-moi une chose, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi étudiez-vous des manuels techniques depuis l'enfance? Qu'est-ce qui vous motive ?» Léa réfléchit un instant avant de répondre. « Mon père m'a toujours dit que la connaissance est la seule chose que personne ne peut vous enlever. Il est bibliothécaire. Il a passé sa vie entouré de livres et il m'a appris qu'apprendre est la plus grande richesse qui existe. Et moi, je me suis passionné pour comprendre comment les choses fonctionnent, surtout les moteurs, les systèmes mécaniques. C'est comme résoudre des puzzles infiniment complexes. Et vous avez de la famille, des responsabilités? Seulement mon père. Ma mère est décédée quand j'étais petite. Il est à la retraite maintenant. Il a du diabète et utilise une bonne partie de sa retraite pour les médicaments. J'aide du mieux que je peux. » Auguste acquiesça lentement, traitant chaque information. « Et si je vous offrais un emploi dans mon entreprise ?» Le temps sembla s'arrêter. « Comment? Comme mécanicienne ?» Léa demanda hésitante. « Non, » répondit Auguste, et un petit sourire toucha ses lèvres, « comme chef du département technique. » L'atelier entier sembla aspirer tout l'air d'un coup. « Monsieur Fournier, je ne... » « Laissez-moi vous expliquer une chose, Léa. » Auguste l'interrompit gentiment. « Les transports Fournier sont au bord de la faillite. J'ai perdu 3 mois. J'ai dépensé près de 200 000 €.
J'ai licencié la moitié des employés parce que je ne pouvais pas payer les salaires. Mon entreprise a 70 ans d'histoire. Elle a été construite par 3 générations de ma famille et était à une semaine de fermer définitivement ses portes. Il pointa le Mercedes-Benz LP 113. Ce camion est la clé d'un contrat millionnaire. Sans lui en état de marche, je perdais tout. Mon père, qui a 81 ans et a construit cette entreprise de ses propres mains après le décès de mon grand-père, aurait dû tout voir disparaître. Comprenez-vous ce que cela signifie? Léa acquiesça, les yeux embués de larmes. Vous avez sauvé mon entreprise, sauvé l'héritage de ma famille, sauvé l'emploi de 15 personnes qui dépendent de cette entreprise pour faire vivre leur famille. Et vous l'avez fait avec un savoir pur, un talent véritable, avec une mémoire extraordinaire que vous avez cultivée depuis l'enfance. Auguste fit un pas vers elle. Je ne peux pas vous laisser retourner dans ce dépôt d'outils. Je ne peux pas vous laisser continuer à gagner 2000 € par mois alors que vos connaissances valent bien plus que cela. J'ai besoin de quelqu'un comme vous dans mon entreprise. Quelqu'un qui comprend vraiment les véhicules, qui peut diagnostiquer des problèmes complexes, qui peut sauver la flotte si nécessaire. Mais je n'ai pas d'expérience en leadership, Vous avez quelque chose de bien plus précieux que l'expérience, dit fermement Auguste. Vous avez de réelles connaissances et l'humilité de vouloir en apprendre davantage. Je vais vous offrir 7000 € pour commencer, une mutuelle complète qui couvrira les médicaments de votre père. Et une fois que vous m'aurez aidé à stabiliser l'entreprise, je sponsoriserai vos études d'ingénierie mécanique. Vous étudierez le jour et travaillerez avec nous à mi-temps. Léa sentit ses jambes flageoler. 7000 € mutuelle pour mon père, université payée. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, répondit Auguste avec un sourire. Dites que vous allez accepter cette opportunité de montrer au monde entier de quoi vous êtes capable. Les larmes recommencèrent à couler sur le visage de Léa, mais maintenant c'étaient des larmes d'une joie si profonde, si bouleversante, qu'elle pouvait à peine respirer. Oui, murmura-t-elle, j'accepte. Auguste tendit la main, et quand Léa la serra, il la tira dans une étreinte paternelle que la jeune femme n'attendait pas. Ce fut une étreinte de gratitude, de respect, de reconnaissance. Bienvenue au transport fournier, Léa Dubois. Vous venez de devenir la personne la plus importante de mon entreprise. Quand ils se séparèrent, Marc fit un pas en avant. Monsieur Fournier, si vous me permettez, dit-il, la voix encore chargée d'émotion. J'aimerais effectuer l'installation du nouveau faisceau personnellement, sous la supervision de Léa, bien sûr. Je veux apprendre d'elle, je veux faire la paix au moins un peu, en montrant que je suis prêt à être assez humble pour apprendre de ceux qui ont le vrai savoir. Auguste regarda Léa. La décision vous appartient, vous êtes la chef technique maintenant. Léa regarda Marc, l'homme qui l'avait humilié et qui maintenant s'offrait à être son apprenti. Et elle y vit de la sincérité, elle y vit une transformation authentique. Très bien, dit-elle. Nous allons faire cela ensemble, mais vous suivrez mes instructions à la lettre, chacune d'entre elles. Marc acquiesça. Je le promets. À ce moment-là, Robert commença à applaudir, lentement, respectueusement. Julien se joignit à lui, et alors tous applaudissaient Léa Dubois, la jeune femme de 21 ans, qui avait été invisible pendant 3 ans et se trouvait maintenant au centre de tout, recevant la reconnaissance qu'elle avait toujours méritée. Léa regarda autour d'elle les visages souriants, le respect dans les yeux qui l'ignoraient auparavant, et sentit quelque chose de fondamental changer en elle. Elle n'était plus la fille invisible du dépôt d'outils. Elle était la chef du département technique des transports fourniers, et sa vie ne serait plus jamais la même. Je dois vous raconter ce qui est arrivé à ces personnes que vous connaissez si bien, car croyez-moi, la transformation est allée bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer ce vendredi matin-là à l'atelier. La première chose que Léa fit, avec son premier salaire de 7000 € au transport fournier, fut d'emmener son père chez le médecin, un bon médecin dans une clinique privée, et plus ses consultations hâtives du centre de santé.
Le docteur ajusta la médication de M. Robert, établit un régime alimentaire adapté et pour la première fois depuis des années, l'homme commença à réellement contrôler son diabète. La mutuelle qu'Auguste avait prévue couvrit tout, y compris les médicaments qui consommaient auparavant la moitié de sa retraite. Le père de Léa pleura quand sa fille lui parla de son nouvel emploi. Il pleura de fierté, de soulagement, de gratitude envers Dieu parce que sa fille avait enfin été reconnue pour ce qu'elle était vraiment, brillante. J'ai toujours su que ces heures passées à lire des manuels techniques allaient servir à quelque chose, dit-il en serrant sa fille dans ses bras. Ta mère serait si fière, ma fille si fière. Mais la véritable histoire, mes amis, commença le lundi suivant, lorsque Léa arriva pour la première fois au siège des transports Fournier. L'entreprise était située dans un bâtiment ancien, mais bien entretenu dans le quartier des Carmes, à Toulouse. Il y avait une enseigne décolorée devant qui disait « Transport Fournier depuis 1954 ». Et quand Léa franchit cette porte, elle sentit le poids de l'histoire dans les couloirs. Il y avait de vieilles photos sur les murs. Le grand-père d'Auguste, avec le premier camion Ford. Le père inaugurant l'expansion de la flotte dans les années 80. 3 générations d'une famille qui avait dédié toute sa vie à construire quelque chose de durable. Auguste la reçut personnellement et la présenta à chacun des 15 employés restants. Des chauffeurs expérimentés avec des décennies de route, des mécaniciens qui connaissaient chaque boulon de la flotte, du personnel administratif qui maintenait l'opération en marche. Et à chacun d'eux, Auguste dit la même chose. Voici Léa Dubois, notre nouvelle chef du département technique. Elle a 21 ans, elle a une mémoire photographique pour les systèmes mécaniques et elle vient de sauver notre entreprise de la faillite. Traitez-la avec le respect qu'elle mérite. Au début, il y eut de la résistance. Évidemment qu'il y en eut. Des hommes de 50, 60 ans, habitués à faire les choses à leur manière, devaient maintenant rendre compte à une jeune femme qui aurait pu être leur fille ou leur petite-fille. Mais Léa avait quelque chose qui dissolvait tout scepticisme, une connaissance absolue. Quand l'un des plus anciens chauffeurs, M. Oswald, un homme de 64 ans avec 40 ans de métier, se plaignit d'un problème étrange sur un Scania 113 heures de 1991, Léa ferma les yeux pendant 3 secondes, visualisa le schéma complet du système de refroidissement de ce modèle spécifique et dit exactement où se trouvait la défaillance. Une soupape thermostatique bloquée en position semi-ouverte, pièce numéro B406 SID 7385, qui coûtait 320 € et prenait 2 heures à remplacer. Monsieur Oswald vérifia, elle avait absolument raison. Après cela, plus personne ne posa de questions. Le travail de reconstruction fut intense. Les transports Fournier étaient réellement au bord de l'effondrement lorsque Léa arriva. Sur les 15 véhicules originaux, seuls 8 étaient opérationnels. Les 7 autres avaient divers problèmes que l'entreprise n'avait pas l'argent de réparer, créant un cercle vicieux. Moins de camions en service signifiait moins de contrats. Moins de contrats signifiait moins d'argent. Moins d'argent signifiait l'impossibilité de réparer les camions immobilisés. Léa brisa ce cycle. Elle examina chacun des 7 véhicules immobilisés et, utilisant ses connaissances encyclopédiques, trouva des solutions créatives et peu coûteuses. Un Mercedes-Benz 1318 que 3 mécaniciens différents avaient déclaré comme perte totale pour un problème moteur, Léa découvrit que ce n'était qu'un capteur défectueux qui coûtait 80 €. Un Volkswagen 17, 210, immobilisé depuis 8 mois, elle identifia un court-circuit dans le système électrique à un endroit que personne n'avait pensé à vérifier. Réparation de 200 €. En 3 mois, les 15 véhicules roulaient de nouveau. Avec la flotte entièrement opérationnelle, Auguste réussit à récupérer d'anciens contrats et à en négocier de nouveaux. Le chiffre d'affaires commença à monter lentement au début, puis plus rapidement. En 6 mois, l'entreprise était stable. En 1 an, elle était en croissance. Et Léa était au centre de tout cela, non seulement comme chef technique, mais comme la personne qui avait complètement transformé la façon dont l'entreprise gérait la maintenance.
Elle mit en place un système de maintenance préventive basé sur la connaissance approfondie qu'elle avait de chaque modèle de la flotte. Elle créa des tableaux détaillés avec les spécifications techniques, les délais de remplacement des pièces, les points critiques de chaque véhicule. Le taux de panne de la flotte chuta de 87% la première année. Les chauffeurs commencèrent à l'appeler affectueusement la professeure. Quand ils avaient des doutes techniques, quand ils remarquaient quelque chose d'étrange dans les véhicules, ils venaient la voir. Et Léa avait toujours la réponse. Elle savait toujours exactement ce qui se passait. Mais la plus belle histoire, vous allez voir, fut ce qui arriva à Marc Lefebvre. L'homme tint sa promesse de changement. Après ce jour à l'atelier, après avoir installé le faisceau électrique sur le Mercedes-Benz LE Inan X3, sous la supervision de Léa, et avoir vu le camion fonctionner parfaitement pour la première fois en 3 mois, quelque chose de fondamental se brisa en lui, ou plutôt, quelque chose se reconstruisit. Marc commença à remettre en question tout ce qu'il avait toujours cru sur la profession. Il commença à réaliser combien de fois, au cours de ses 35 ans de carrière, il avait ignoré des voix qui méritaient d'être entendues simplement parce qu'elles venaient de personnes qui ne correspondaient pas à ses attentes pleines de préjugés. Il chercha Léa 2 semaines après l'incident. « Puis-je vous faire une demande ?» demanda-t-il, humble d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. « Oui ?» Léa répondit, prudente. « Je veux apprendre de vous. Je veux que vous m'enseigniez comment vous pensez, comment vous diagnostiquez les problèmes, comment vous avez mémorisé tout cela. Je ne vous demande pas d'être mon ami ou d'oublier ce que j'ai fait. Je veux juste être un meilleur professionnel, et vous pouvez m'enseigner des choses que je n'apprendrai jamais seul. » Léa étudia son visage un long moment. Elle y vit de la sincérité. Elle y vit une humilité authentique. « Très bien. Mais il y a une condition, n'importe laquelle. Vous commencerez à traiter tous les auxiliaires de l'atelier, surtout les femmes s'il en apparaît une, avec le même respect que vous voulez que je vous traite. Vous cesserez de juger la capacité par l'âge ou le genre. Vous donnerez des chances aux gens de prouver leur valeur. Je le promets, dit Marc. Et cette fois, c'était une promesse qu'il savait devoir tenir. Et il la tint. Marc Lefebvre, à 52 ans, devint l'un des plus grands défenseurs des jeunes talents dans le secteur automobile de Toulouse. Quand le garage Martin et Fils embaucha une jeune mécanicienne de 19 ans 6 mois plus tard, ce fut Marc qui la forma personnellement, qui s'assura qu'elle ait toutes les opportunités de montrer ses capacités. Il devint aussi l'un des plus grands alliés de Léa. Quand elle avait besoin d'aide pratique pour un aspect de la maintenance qui relevait plus de l'expérience terrain que de la connaissance théorique, c'était Marc qu'elle appelait. Ils développèrent un partenariat improbable, mais profondément efficace. Ses connaissances encyclopédiques combinées à son expérience pratique. Auguste observa tout cela se produire et sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. L'entreprise recommença à croître, non seulement à survivre, mais à prospérer. De nouveaux contrats arrivaient. La réputation des transports fourniers se répandit, et une grande partie de cela était due à la renommée que Léa était en train de bâtir dans le secteur automobile occitan. La jeune prodige qui avait sauvé les transports fourniers, c'est ainsi qu'on l'appelait. Des entrepreneurs logistiques de toute l'Occitanie commencèrent à chercher Auguste, demandant des conseils techniques et voulant toujours parler à la jeune femme qui résolvait l'impossible. 6 mois après avoir embauché Léa, Auguste tint sa promesse. Il paya son inscription au cursus d'ingénierie mécanique à l'université de Toulouse. Léa commença à étudier le matin et à travailler l'après-midi, un rythme épuisant, mais qu'elle embrassa avec toute la passion qu'elle avait. Et vous savez ce qui se passa à l'université? Les professeurs furent absolument impressionnés. Là se trouvait une étudiante de 22 ans qui connaissait déjà des systèmes mécaniques complexes mieux que de nombreux ingénieurs diplômés, qui réussissait à visualiser des diagrammes tridimensionnels dans son esprit, qui comprenait la physique appliquée de manière intuitive, car elle avait vu ces concepts fonctionner en pratique des milliers de fois.
En moins d'un semestre, les professeurs demandaient à Léa de donner des conférences sur le diagnostic automobile pratique. Mais peut-être la transformation la plus profonde, mes amis, fut celle qui se produisit entre Léa et Auguste. L'entrepreneur avait 48 ans quand il rencontra Léa. Il était au milieu d'un divorce douloureux et avait une fille de 16 ans qui vivait avec sa mère à Lyon et lui parlait à peine. Auguste avait passé tellement de temps à essayer de sauver l'entreprise qu'il avait perdu sa famille dans le processus. Il était profondément solitaire, portant le poids de 3 générations sur ses épaules, sans personne avec qui partager ce fardeau. En Léa, il trouva non seulement la personne qui avait sauvé son entreprise, mais quelque chose qu'il n'attendait pas, une sorte de fille qu'il avait choisi d'avoir, pas dans un sens romantique, comprenez-vous, mais dans le sens profondément paternel de quelqu'un qui voit un potentiel extraordinaire chez une autre personne et décide d'y investir tout. Il commença à inviter Léa aux réunions stratégiques de l'entreprise. Il lui demandait son avis non seulement sur des questions techniques, mais aussi sur les affaires, sur la gestion, sur l'avenir des transports fourniers. Et il découvrit qu'elle avait un esprit brillant, non seulement pour la mécanique, mais aussi pour la stratégie. Vous devriez aussi vous étendre au transport réfrigéré, suggéra Léa lors d'une réunion 8 mois après avoir commencé à travailler là. Il y a une demande croissante en Occitanie. Les concurrents sont peu nombreux et je sais exactement quels modèles de camions sont les plus efficaces pour ce type d'opération. Auguste suivit le conseil. Ce fut un succès retentissant. Lors des déjeuners, Auguste commença à raconter à Léa des histoires sur son grand-père et son père, sur la naissance de l'entreprise, sur les valeurs qui avaient toujours guidé la famille Fournier. Honnêteté, travail acharné, respect des personnes. Et Léa écoutait avec une attention qu'il n'avait jamais reçue, pas même de sa propre fille. « Vous savez ce que vous m'avez appris, Léa ?» dit Auguste un jour. 2 ans après ce jour fatidique à l'atelier, vous m'avez appris qu'un héritage n'est pas seulement une question de sang, c'est une question de valeur, de transmission de connaissances, d'investissement dans des personnes qui s'en soucient vraiment. Léa avait les larmes aux yeux. « Vous m'avez donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait, » répondit-elle. « Vous m'avez vu quand j'étais invisible. Cela a changé toute ma vie, Auguste. Cela a aussi changé la vie de mon père. Il est en bonne santé pour la première fois depuis des années. J'étudie l'ingénierie. Tout cela grâce à vous. » « Non, » Auguste secoua la tête. « Grâce à vous. J'ai juste ouvert une porte. C'est vous qui l'avez traversée et avez tout transformé. Et aujourd'hui, 2 ans et demi après ce matin-là, les transports Fournier n'ont pas seulement survécu, ils prospèrent. La flotte est passée de 15 à 23 véhicules. L'entreprise a ouvert une succursale à Bordeaux. Le chiffre d'affaires a triplé, et au centre de tout cela se trouve Léa Dubois, maintenant âgée de 23 ans, en 5e semestre d'ingénierie mécanique avec des notes exceptionnelles, gagnant 12 000 € par mois en tant que chef du département technique et étant reconnue comme l'une des professionnelles les plus brillantes du secteur automobile occitan. Elle a également lancé un projet social qui a rempli son cœur de sens. Chaque samedi matin, elle donne des cours gratuits de mécanique de base à des jeunes de quartiers défavorisés, avec un accent particulier sur l'encouragement des filles à entrer dans ce domaine. Elle a déjà formé 3 promotions et 2 de ses élèves ont trouvé un emploi dans des ateliers de la région. Marc Lefebvre est bénévole dans le projet, enseignant côte à côte avec la jeune femme qu'il avait presque détruite par préjugés. Le père de Léa, Monsieur Robert, assiste à toutes les cérémonies de remise de diplôme des promotions, la poitrine gonflée de fierté, en voyant sa fille inspirer la prochaine génération. Et Auguste, il a reconstruit la relation avec sa propre fille. Inspiré par la façon dont il avait investi en Léa, il commença à réellement se connecter avec la jeune femme de 19 ans, qui le connaissait à peine. Aujourd'hui, ils se parlent toutes les semaines, et la jeune femme prévoit de déménager à Toulouse l'année prochaine pour mieux connaître son père et, qui sait, travailler dans l'entreprise familiale. « C'est vous qui m'avez appris à voir les gens vraiment »,
dit Auguste à Léa. « Si j'ai pu percevoir votre talent quand tout le monde l'ignorait, peut-être pourrais-je apprendre à voir ma propre fille aussi. » Cette histoire, mes chers amis, n'est pas seulement celle d'une jeune mécanicienne qui a sauvé une entreprise. C'est quelque chose de bien plus grand. C'est sur la façon dont le talent authentique n'a pas d'âge, pas de genre, pas d'apparence attendue. C'est sur la façon dont les préjugés nous aveuglent à la génialité qui peut se trouver juste devant nous. C'est sur l'humilité de reconnaître ses erreurs et le courage de changer. C'est sur la dignité préservée dans l'adversité, sur la connaissance construite avec une passion silencieuse, sur la justice qui finit par prévaloir lorsque la vérité est enfin vue. Léa Dubois, aujourd'hui, n'est plus invisible. Elle brille et son éclat illumine le chemin pour tant d'autres jeunes femmes qui rêvent de prouver leur valeur dans des domaines où elles sont constamment sous-estimées. Parce qu'au final, comprenez-vous, le plus grand talent n'est pas technique. C'est la capacité de rester fidèle à soi-même, de continuer à apprendre quand tout le monde dit que vous n'avez pas votre place, de garder l'espoir même quand le monde entier semble conspirer contre vous. Et quand l'opportunité arrive enfin, car elle arrive toujours pour ceux qui sont prêts, c'est d'être prêt à la saisir à deux mains et à montrer au monde de quoi vous êtes réellement capable.